Donc, hier, nous avons dit qu'il était nécessaire de faire des tests, d'écrire des tests, tout simplement parce que à l'instant où on écrit notre fonction, on peut la vérifier, mais dans les années qui suivent, il est souvent très difficile de revenir sur la même fonction et faire ces jeux de tests. Donc, une modification à l'intérieur du code peut empêcher l'exécution d'une fonction qui marchait normalement et on ne se rendra pas compte si on ne teste pas la fonction dans ce nouveau environnement. Donc, la nécessité d'automatiser les tests fait que vous pouvez en fait juste exécuter votre programme et tous ces tests-là vont se reproduire. On n'a pas besoin de le faire manuellement. Donc, hier, nous disons qu'en créant un projet Maven, vous avez déjà la structure qui contient le code. Vous avez également ce package-là qui contient en fait le fichier test. Donc, ce que vous faites, c'est de créer deux fonctions. Nous avons en fait créé deux fonctions et nous faisons un clic droit sur la classe qu'on souhaite tester. Et lorsque vous faites New, vous choisissez JUnit Test Case. Automatiquement, il va créer un fichier dont le nom contiendra le mot-clé test. Ici, c'est parce que nous avons déjà créé le fichier GLTest avait été créé dans une précédente vidéo. Donc, du coup, il a mis TPGLTest2. S'il n'y avait pas de fichier TPGLTest2, il aurait créé ce fichier-là automatiquement en se basant sur les fonctions que vous avez déjà définies dans la classe TPGL. Okay? Donc, ça, c'est notre TP. L'approche qui est utilisée aussi dans la programmation, c'est que parfois, vous pouvez écrire vos tests avant d'écrire la fonction en question. Donc, on dit que c'est le modèle test-driven, okay? Donc, test-driven development. Avec que c'est un développement qui est dirigé par des tests. En d'autres termes, j'écris d'abord mon test avant d'écrire ma fonction. Et chaque fois que j'écris ma fonction, je peux exécuter ce test pour voir si tous les tests passent. Donc, on appelle ça, c'est du test-driven development, où vous commencez d'abord par écrire vos tests avant d'écrire le programme même qui est supposé passer les tests. Donc, en faisant ce clic droit, on se retrouve avec deux fonctions. Ces fonctions-là, vous-même, vous pouvez les réécrire. Okay. Vous pouvez les écrire par vous-même. Donc, pour faire des tests, vous repartez dans votre fonction principale. Vous avez peut-être la fonction somme des entiers. Okay. Ce qu'il faut faire, c'est juste aller dans votre fonction test et vous ajoutez un public void. Les conventions veulent qu'on commence toujours une fonction test par le mot-clé test. Okay. Donc, je commence par le mot-clé test et je dois ajouter l'annotation test. Donc, vous mettez l'annotation test au-dessus de votre classe, au-dessus de votre méthode. Donc, cette méthode permet de tester la méthode somme des entiers. OK, donc ici, dans cette méthode prend en fait un entier et il devra vous retourner la somme des entiers qui entre 1 et puis n. Si nous prenons l'exemple de si l'utilisateur entre 5, alors vous devez retourner 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ce qui fait 15. Donc, ce que nous avons écrit ici, c'est pour écrire des tests, vous avez besoin de la valeur attendue et la valeur renvoyée par votre fonction. Et vous vérifiez si la valeur attendue est bien égale à la valeur réelle. Okay.
Ce qu'on aurait fait en programmation, c'est de dire, pour tester par exemple cette fonction S, en fait, cette fonction somme des entiers, on aurait récupéré la valeur de, par exemple ici, s'il fallait écrire la fonction qui permet de tester cette fonction-là, on allait dire, prenons n qui vaut 5, et ensuite on appelle la valeur attendue, OK? Donc peut-être la valeur qui est retournée par la fonction, on va dire que c'était la somme des entiers, et on passe la valeur 5. Ensuite, on dit si la valeur attendue, n'est-ce pas, est bien égale à la valeur réelle. Et cette fois-ci, il faut dire à quoi correspond la valeur réelle. Par exemple, on aurait défini la valeur réelle ici en disant, si j'entre 5, la valeur attendue, c'est plutôt... non, qu'est-ce que je suis en train de faire? La valeur retournée par la fonction, je vais dire c'est la valeur retournée, okay? Tandis que la valeur attendue, c'est 15. Alors, si la valeur attendue est bien égale à la valeur qui est retournée par la fonction, ça, alors on va écrire pour dire notre fonction a passé le test. Okay? Ça, c'est dans le test passé. Okay? Vous pouvez écrire ça comme ça. Et dans le cas où la valeur attendue n'est pas à 15, la valeur retournée n'est pas égale à 15, vous affichez un message d'erreur. OK. System.out. OK. Erreur test. Okay. Échec de texte, par exemple. Okay. Ceci va marcher si vous avez quelques 2 ou 3 fonctions, mais très vite, si vous avez plusieurs fonctions que vous devez tester, automatiser cela, cette approche n'est plus adaptée. Donc, c'est pourquoi on fait recours à un framework qui va s'occuper de faire les system.out.println pour vous. Parce que regardez, pour tester cette fonction, la méthodologie est presque identique. Okay? Je dois chercher la valeur retournée par la fonction. Je dois avoir la valeur attendue et je vérifie si la condition est respectée. Est-ce que la valeur attendue est bien ce qui a été retourné? Ouais, puisque c'est une routine, puisque c'est quelque chose qui sera presque identique à peu importe votre fonction, alors il a été mis sur pied ce framework-là pour prendre en charge tout ce qui sera considéré comme routine. Par exemple, l'affichage d'un message s'il y a erreur et l'affichage d'un message s'il y a échec. En fait, pour le cas de JUnit, s'il n'y a pas d'erreur, il n'affiche rien. Okay? Donc, c'est du genre, s'il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que tout s'est bien passé et donc pas de message. Donc, pas de message, c'est en fait, ça veut dire que tout s'est bien passé. Okay. Donc, on le décrit cette fonction-là ici qui permet de tester que somme des entiers retourne bien 15 lorsque n vaut 1. On va plutôt commenter ceci et aller dans notre fonction de test et dire plutôt nous devons appeler la fonction somme des entiers. Et en programmation orientée objet, si vous avez une fonction qui est définie dans une autre classe, pour avoir accès à cette fonction-là, il faut l'instance de cette classe-là, sauf si la méthode est une méthode statique. Si la méthode est une méthode statique, je n'ai pas besoin d'instancier ma classe. Mais ici, ce n'est pas une méthode statique, donc il faut instancier la classe en faisant tpgl, par exemple. Donc, je vais tp est égal à new. Donc, je vais créer un objet et à partir de cet objet-là, je peux accéder à la fonction somme des entiers. Et dans cette fonction, je vais donc dire int n qui vaut 5. Si la personne entre, si n vaut 5, alors je vais dire int valeur
retourner est égal à TP somme des entiers. Ensuite, et là, je vais vérifier si la valeur attendue est égale à la valeur retournée. Comment est-ce qu'on fait cela? On ne va pas utiliser les if-else, mais nous allons utiliser les assertions. Nous allons utiliser les assertions pour vérifier que ces deux valeurs sont exactes. Donc, si vous allez sur jupyter.api.assertion, vous allez voir qu'il y a toute une liste de assertions qui existent. Nous allons les parcourir. Nous allons parcourir certaines de ces assertions-là. Je ne crois pas toutes dans... Je cherche la documentation. Oui, c'est ça ici. Donc, je vais partager cette documentation-là. Ouais, OK. Donc, voici la classe qui présente les assertions en JUnit. Ces assertions sont, vous avez le asset all, si vous avez plusieurs assertions. Vous avez les assets array equal. Peut-être votre fonction retourne une liste. Vous pouvez faire asset equal. Si ça renvoie un tableau de Boolean. Donc, il y a beaucoup d'assets equal qui sont là. Vous avez également les fonctions asset equal. Vous voyez que ça prend en paramètre des chars, ça prend en paramètre des doubles, ça prend en paramètre des floats ici. Donc, pour nous, ce sont les entiers. Donc, on pourra faire asset equal pour vérifier si la valeur attendue, qui est la valeur expected, est bien égale à la valeur actuelle. Okay? Donc, vous avez deux valeurs expected et puis actuelle. Donc, asset equal sera utilisé pour vérifier que la valeur expected est bien égale à la valeur equal. Vous avez une autre fonction asset equal qui prend en paramètre la valeur attendue et la valeur actuelle et la chaîne de caractères. La chaîne de caractères, c'est en quelque sorte le message qui va s'afficher si cette condition n'est pas vraie. Okay. Vous pouvez également passer une fonction lambda. Okay. Bon, je vais juste faire la différence entre les deux. Lorsque votre fonction, lorsque votre message d'erreur n'est pas complexe, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'un simple message d'erreur que vous souhaitez afficher en cas d'échec de vérification, alors vous pouvez utiliser juste une chaîne de caractères. Mais quelquefois, votre message d'erreur est peut-être construit à partir des appels d'autres classes. C'est-à-dire que la création de ce message d'erreur est peut-être complexe. Donc, au lieu de construire votre chaîne de caractères, ensuite de passer cette chaîne de caractères dans votre fonction, asset equal qui prend trois arguments vous donne la possibilité de passer comme troisième argument une fonction. Cette fonction sera exécutée si et seulement s'il y a échec. Donc, ça réduit le temps d'exécution. C'est-à-dire que vous avez trois paramètres. Les deux paramètres sont vérifiés. Si les deux paramètres sont corrects, on n'a pas besoin d'afficher le message. Donc, du coup, tout le code qui est nécessaire pour construire le message ne sera pas exécuté. Donc, vous réduisez ainsi le temps de test. Okay. Donc, nous allons utiliser asset equal. Il y aura d'autres assets qu'on pourrait utiliser, asset false. Ça, c'est pour vérifier que les deux valeurs sont false. Asset iterable permet de vérifier si deux itérables ont le même contenu. Maintenant, c'est quoi un itérable? Les itérables, c'est en quelque sorte des collections et un pointeur qui vous permet de parcourir ces collections-là. Ça fait ça, les itérables. Donc, pour ceux qui ont déjà des bases en Java, si vous prenez ArrayList, c'est un itérable. Donc, ici, vous avez en quelque sorte la liste de tous les itérables. Les listes chaînées, les vecteurs, les stacks. Donc, tout ce qui est collection, avec une possibilité de parcourir la collection, sont
sont indésirables. Donc, si vous avez peut-être une ARE-list et vous voulez vérifier si les valeurs obtenues par votre ARE-list correspondent bien aux valeurs attendues, alors vous utilisez Asset Iterable. Donc, il y a beaucoup de... Il y a Asset Null pour vérifier que la valeur est bien nulle. Asset Throws, c'est pour vérifier que votre fonction lève bien une exception. Asset Timeout sera utilisé, par exemple, pour vous rassurer que... Un exemple pratique serait de vous rassurer que les connexions peut-être à votre base de données, l'exécution d'une requête, par exemple, ne dépasse pas 10 millisecondes. C'est-à-dire que le fait de construire votre requête et d'envoyer dans la BD et le retour de votre requête, tout ce travail ne doit pas dépasser, par exemple, 10 millisecondes. Donc, vous pouvez mettre ça comme étant un test à exécuter chaque fois avant de livrer votre application. Comme ça, si une fonction, une requête fait plus de 10 millisecondes, le test va capturer automatiquement ce défaut-là et le programmeur devra donc prendre du temps pour examiner quelle est la cause de cette durée-là. Okay? Donc, vous avez les asset timeout pour... OK, well, ici, asset execution of the supplier complete before the given timeout is exceeded. Donc, vous mettez une durée. Si l'exécution de la fonction dépasse la durée que vous avez spécifiée, alors il va lever une erreur, en fait, pour vous dire que cette fonction ne passe pas la condition de test. Donc, en quelque sorte, ce sont les fonctions asset ici. Qui sont utilisés dans... Donc, comme je le disais, nous allons faire un premier test en utilisant asset equal. Et là, je reviens sur Eclipse. Puisque nous voulons tester la somme. Donc, nous allons dire asset. OK, là, je fais contrôle espace. Et il y a asset equal. OK. Donc, asset equal. Ouais, en quelque sorte, asset equal se trouve dans ce package, dans le package Journey, Jupyter API Assertion. Donc, c'est pourquoi je n'ai plus besoin d'importer ça. Okay. Et là, il prend un paramètre. Le premier paramètre, c'est donc la valeur retournée. Okay. Est-ce que c'est bien égal à la valeur attendue? Okay. Ouais. Donc là, vous avez écrit une simple fonction de test. Où la valeur retournée est égale à la valeur attendue. C'est une simple fonction de test. Et pour exécuter cela, c'est juste un clic droit et puis vous dites run as. OK, j'avais déjà ça ici. Moi, c'est... OK, j'ai en fait JUnit 3. Si vous affichez ce message-là pour dire que vous avez JUnit 3, il faut cliquer sur ça et vous allez sur Run Configuration. Vous changez cela sur JUnit 5. Okay. Et puis, vous faites sur Apply. Et puis, vous faites Run. Donc, s'il vous dit qu'il y a JUnit 3, vous changez en JUnit 5. Donc, vous voyez que ici, à la gauche, j'ai en fait tout est en vert parce que tous les tests ont passé. Et si vous déroulez là, vous allez voir qu'effectivement, il vous dit la fonction tête somme des entiers a en fait passé le test. Là, c'est beaucoup de détails, mais on pouvait réduire ce code-là parce que toutes ces fonctions, on n'a pas besoin. Je pouvais simplement dire, OK, la valeur retournée, c'est cette fonction-là. Donc, je vais
prendre cette fonction-là, je la mets directement ici. Et puis, je suppose que la personne entre 5, et la valeur retournée doit être 15. Donc, ça, c'est pour réduire mes lignes de code. Donc, je crée une instance de TPGL et j'assert equal que la somme des entiers lorsque n vaut 5 doit être égale à la somme des entiers lorsque n doit être égale à 15. Donc, lorsque la fonction est appelée avec 5, il doit être égal, le résultat de cette fonction-là doit être, le résultat de l'appel de cette fonction avec 5 comme argument doit être 15. Par contre, si vous avez, si par hasard votre fonction a renvoyé une valeur qui est différente du résultat attendu et que vous réexécutez, par exemple, le test, OK, vous allez voir qu'il souligne là en rouge pour vous dire qu'il y a en fait une erreur. Okay? Et il vous dit qu'il fait failure pour dire qu'il y a eu échec de test. Okay? Donc ça, c'est la fonction. Nous allons également écrire la deuxième fonction pour le factoriel et nous allons tester avec la valeur de 8. Donc je commence par test, comme ça. Je dis pour public void test. Donc, je vais dire TP et puis je vais faire asset equal. Donc, asset equal TP.calculer factoriel, par exemple, de 8. Le factoriel de 8 devra nous donner combien là? OK, je ne sais pas, je vais rapidement utiliser la calculatrice pour vérifier cela. OK, c'est ça. OK, 40, 320. Donc, ça fait 40, 320. Okay. Donc là, j'ai ajouté un autre test et tout ce que je dois faire, c'est faire un clic droit et dire exécuter. Voilà, il me dit que il y a 2 exécutions, il y a 2 tests qui ont été exécutés et il y a eu une erreur à cause de celui-là. Donc, je peux remettre la valeur de 15 et réexécuter. Et là, tout passe en vert pour dire que vos textes ont réussi.